C'est quoi, je suis un survivant du tsunami, ça m'a marqué pour toute ma vie. Genre un oubli d'une petite boulette d'herbe dans son sac, il a pris 12 ans de prison pour un oubli. Mais il n'y a pas de cadeau dans ces pays-là. Normalement, c'est la peine de mort, même pour 2 grammes. C'est pas mon problème qu'il soit jaloux. Moi, je regarde ce que je fais et comment je le fais. Je m'amuse pas à aller voir chez les autres ce qui s'y passe. J'essaye d'être le meilleur chez moi. Il y avait des gens qui arrivaient avec 15 000 euros et qui pouvaient monter quelque chose. Je prends un terrain, je mets 4 maisons dessus, 10 maisons dessus. Donc j'ai l'expérience qui me permet de passer à travers l'arnaque. Faut pas perdre la boule si tu veux. C'est un pays où la liberté, elle est vachement prônée. C'est facile avec les filles, c'est facile maintenant avec la drogue. Il y a des bars de cannabis de partout. Donc si tu veux, il faut venir avec des bonnes ambitions et essayer de pas perdre le fil. Si tu te laisses un peu aller, tu peux arriver même avec beaucoup d'argent et tout perdre. Les femmes te font perdre la tête tout le temps, Sabri. Je pense que les gens en France, tu sais, de peut-être se faire plumer par le gouvernement, les problèmes de sécurité. Ici, en Thaïlande, il y a très peu de problèmes. Tu peux laisser ton téléphone sur une table, tes clés sur une mobilette, il t'arrive quand même jamais rien. C'est safe pour des femmes seules, c'est safe pour des enfants, c'est safe pour nous. Il n'y a plus beaucoup d'endroits comme ça quand même sur la Terre. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je rencontre Laurent. Avant de démarrer cette vidéo, si vous souhaitez avoir des informations sur la Thaïlande, sur les visas, comment s'installer en Thaïlande, comment trouver du travail en Thaïlande, comment créer une société en Thaïlande, n'hésitez pas à rejoindre la Thai Thai Family. Vous recevrez ce type d'informations par mail. Et n'hésitez pas également à rejoindre la communauté sur Telegram. On est déjà plus de 4000 membres. Je vous mets également le lien dans la description. Bonjour Laurent. Bonjour Sabri. Ravi de te retrouver. Écoute, pratiquement un an après, ça fait plaisir. Ouais, dans un autre décor alors cette fois-ci. Complètement, là t'es venu au Fisherman et j'ai mes 2 établissements dans le Fisherman, les 2 Karma, le Karma Sutra et le Karma Deli. C'est ça ton premier bébé en fait, non? Mon premier bébé est le Karma Sutra. C'est juste en face d'ici, c'est plutôt un bar un peu festif où tu peux bien sûr manger, mais ça reste quand même un esprit bar. C'est un côté convivial, un melting pot pour les Français et pour toute la communauté. Quelle est son histoire? Du Karma Sutra? Oui. Le Karma Sutra, si tu veux, son histoire, c'est quand je suis arrivé au Fisherman Village, comme j'ai trouvé le moyen de prendre le local qui était de l'autre côté de la plage, il y avait peu d'établissements qui n'étaient pas face à la mer. Je savais pas trop quoi en faire, comme j'avais un esprit décalé. Moi, je sortais pas de la restauration. Et ben, j'en ai fait un bar un peu décalé avec des couleurs un peu vives, des canapés au lieu des tables. Ça a donné une ambiance plus conviviale qu'un restaurant traditionnel. Franchement, disons-le directement, tu as le meilleur emplacement. Tu as l'un des meilleurs emplacements. Écoute, les corners, tu sais quoi, dans le monde, c'est toujours les meilleurs emplacements. Les coins de rue. Regarde, ça permet d'avoir des établissements où tu passes par n'importe où, tout le monde passe devant chez moi, tout est ouvert. Ça permet de se donner tout de suite une idée de ce que tu peux y faire. Alors, je vais te poser une question pas très évidente. Est-ce que la concurrence est bonne ou pas? Moi, j'ai toujours pensé que la concurrence était bonne. Si t'as pas de concurrent, tu peux pas rester dans le coup. Parce que ça demande quand même une certaine énergie et ça demande surtout de se remettre en question tout le temps pour pouvoir rester un des meilleurs établissements du Fisherman. Il y a un truc que j'apprécie ici en venant ici. Je viens de façon très occasionnelle à Koh Samui. Voilà, il y a plein de restaurants français ici. Ça peut être des brasseries, des cafés, des bars, etc. Mais vous prenez quand même le temps de boire un verre ensemble. Et en plus, si tu veux, comme j'ai la chance d'avoir le corner, qu'on a tendance à finir tard et que c'est festif, j'ai tendance à avoir la plupart des restaurateurs, pas que français d'ailleurs, qui viennent finir leur soirée tranquille à boire un coup. Ça nous permet d'échanger. Tu sais, la concurrence, c'est dur, mais ça peut être pris quand même d'une façon assez sympathique. Le décor est vraiment sympa, vraiment top. Le nom un peu tendancieux. Le nom un peu tendancieux. Je t'avoue que c'est moi qui l'ai choisi. Et Karma Sutra, si tu veux, je t'avais expliqué l'an passé, j'avais pris le tsunami. Donc ma vie, comme j'étais sorti du tsunami en famille indemne, j'ai trouvé que j'avais un bon karma. Donc j'ai appelé ma première affaire Karma. Et pourquoi Sutra? Parce que tout le monde connaît l'histoire du Kama Sutra sans le R. Et je trouvais que ça faisait un bon mélange. C'est un endroit où tu peux y faire un peu tout. Tu peux venir boire un coup, tu peux venir manger. C'est un petit côté clin d'œil au terme Kama Sutra, bien sûr. Quelle est la spécialité alors du coup? Alors si tu veux, c'est 2 spécialités différentes. Ici, j'ai essayé plutôt de reproduire, je suis d'origine lyonnaise, j'ai essayé de reproduire un peu ce qu'on pouvait... Tu sais d'où je viens ou pas? Non, je ne sais pas d'où c'est pas vrai. Moi, je pensais que tu venais de Paris. Non, je suis pas parisien. Arrête. Non, ok. Moi, je suis de Saint-Étienne. Je voulais voir. Dis donc, un Stéphanois lyonnais. Je suis pas foot, alors tu sais quoi, ça va pas poser de problème. Alors, j'ai interviewé pas mal de Lyonnais aussi. Serge Dubouchon. Qui est un ancien et qui était dans un très bon restaurant à Lyon. Et je crois qu'il sort du président à Lyon. Et c'était un restaurant qui était déjà assez haut de gamme. Alors, la spécialité alors? Donc, c'est pas vraiment une spécialité, mais j'ai essayé de reproduire un peu ce que nous on appelle les bouchons lyonnais, si tu veux, des restaurants avec une cuisine
relativement familial avec des bons produits. Et on s'est un peu spécialisé dans les planches charcuterie fromage, tu vois, qui permet de tourner autour d'un apéro en étant plusieurs. Et bien sûr, avec une restauration qui est assez lyonnaise quand même. Donc pas très diététique, je t'avoue. Mais Laurent, t'es pas censé faire la publicité de ton établissement? Mais je fais Tu de la dis aux publicité. gens, ce n'est pas très diététique. Tu sais, parfois, il faut choisir sa clientèle. Tu veux choisir des gros mangeurs. Je trouve que, étant un bon Lyonnais et un bon Français, la cuisine reste quand même quelque chose d'important. Donc du coup, j'aime bien que le côté festif tourne autour d'un bon repas. Est-ce que c'est difficile d'entreprendre en Thaïlande? L'entrepreneuriat, est-ce que c'est quelque chose de difficile? Écoute, Et l'entrepreneuriat est-ce que c'est donné à tout le monde? C'est difficile de juger ça, mais je pense pas que c'est donné à tout le monde et je pense que c'est difficile, bien sûr. Non, quand tu es ambitieux et que tu as envie de faire quelque chose de correct, tu te donnes les moyens d'y arriver. C'est possible de visiter un petit peu ou pas? Eh ben, regarde, déjà, tu vois le petit côté bar, le côté vitrine où tu as d'un côté tout ce qui est fromagerie, de l'autre côté tout ce qui est charcuterie. Nos cuisines se retrouvent derrière. On a une salle qui donne sur les corners comme ça, donc si tu veux, tout est ouvert. Et on a un premier étage un peu plus coloré, que je te montrerai peut-être tout à l'heure. On a mis une ambiance plus colorée. Comment tu fais pour gérer? Tu as le resort, tu as 2 restaurants. Comment tu fais pour être là, au four et au moulin? Alors d'abord c'est beaucoup de travail et puis ensuite si tu veux, je pense sincèrement qu'on ne peut pas réussir ça sans savoir correctement s'entourer. Donc j'ai des collaborateurs qui m'aident à arriver à mes ambitions. Qui sont ces collaborateurs? Eh ben je vais te les présenter. Ah ben super alors. Donc je vais déjà te présenter mon directeur F&B, c'est celui qui s'occupe, donc Jérôme. Jérôme, bonjour Jérôme. Bonjour. Comment Bonjour, vas-tu? Sabri. Ça va? En forme? Très bien, toujours. Super, on se connaît avec Jérôme. On s'est déjà vu, ouais. Jérôme, tu étais boucher? C'est bien ça. D'accord, et aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, je suis directeur F&B du groupe Karma. Ah bah super, super. Ok, entendu, Laurent. Et je vais te présenter celui qui tient cet établissement, Daniel. Daniel, aussi Dani. Ouais. Dani qui est déjà passé dans une de mes vidéos parce qu'on s'était rencontrés Juste à la après le Parisienne. Covid. Ouais, la toute première fois, ouais. Alors comment ça se passe? C'est dur la gestion? Ça va avec le temps, ça va très bien. Depuis la fin du Covid, ça a bien repris, donc on a la possibilité d'évoluer. On est bien entouré. On a un patron qui est très ambitieux et qui force à nous remettre en question le plus souvent possible. Il est strict, Laurent, ou pas? Il est pas très strict, mais il est derrière nous tout le temps, donc on n'a pas d'autre choix que d'être rigoureux et de réussir à ses côtés. Et alors, il est comment, Dani? Je l'adore, Dani. Ouais. Il fait partie, d'abord il travaille depuis longtemps avec moi, ça fait presque 7 ou 8 ans qu'il travaille avec moi. Et il en a passé des épreuves parce que ça n'a pas toujours été facile. Et comme il y a eu les 3 années de Covid, il a résisté. Mais c'est un professionnel de la restauration. C'est un garçon parisien qui a travaillé dans des grosses brasseries en France. Tu me corriges si je me trompe. Donc si tu veux, nous ne sommes pas une brasserie de 100 personnes. Hein. Nous sommes des petits restaurants du quartier du Fisherman. À taille humaine, en fait. À taille complètement humaine. C'était d'ailleurs mon ambition. J'avais pas du tout envie d'avoir un grand restaurant. J'aime bien être en contact avec les gens. C'est comme ça que ça m'a permis de te rencontrer. Exactement. Et comment tu as fait tout au début, déjà pour recruter Dani et Jérôme, et les former? Alors, j'ai de la chance que de les former, c'était pas une grosse nécessité parce que, comme je te dis, c'était un professionnel de la restauration à Paris. Jérôme a une formation de boucher, mais il travaillait dans... Moi, j'ai des affaires qui restent quand même assez familiales. C'est des contacts, des feelings qui se passent entre nous. Et puis, je propose de venir participer à une aventure. Ils acceptent ou ils acceptent pas. Et puis, c'est comme ça qu'on démarre quelque chose. Et puis après, c'est en travaillant ensemble tous les jours. Comme il te le dit, je suis assez derrière eux assez fréquemment pour qu'ils comprennent ce que j'attends d'eux. Et je veux qu'ils utilisent leur professionnalisme aux dépens de nos entreprises. Tu es passé de boucher à directeur F&B. Comment tu as fait la transition? Eh ben, j'ai démarré en fait en Thaïlande dans un autre établissement. J'ai démarré comme manager de restaurant, exactement comme Dani. Et rapidement, au bout de quelques années, ils m'ont fait passer général manager. Et au final, avec les rencontres avec Laurent, on est parti sur un nouvel objectif. Et j'ai donc changé, je suis venu au Karma. Ça fait combien de temps que tu es au Karma maintenant? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord, ok. Donc ça se passe bien? Très bien. Tu te formes seul ou est-ce que tu... J'ai l'habitude maintenant, je travaille avec tous les fournisseurs depuis presque 8 ans. Donc je les connais tous. En fait, il est comme directeur des achats un peu, c'est ça, hein? Tu sais, ici, on appelle food and beverage. Donc, ce qui est nourriture et boisson. Donc, si tu veux, il gère les achats pour les 3 établissements. On en a presque 4 parce que tu n'as pas encore vu, mais on a monté des villas depuis la dernière fois où je t'ai vu. Et donc, c'est encore un nouveau jouet qu'on a tu t'arrêtes créé. jamais alors? Tu sais, les choses, elles sont amenées les unes s'enchaînent aux autres. Et puis, c'est vrai que de toute façon, j'adore ça. Et puis, je suis sur bonne petite réussite. Une fois que j'ai passé le Covid, ça m'a donné envie de continuer de toute façon. Dans la première vidéo qu'on a faite ensemble, tu avais parlé de tsunami. C'est toujours quelque chose qui est ancré en toi. Je sais pas, tu as l'air... Tu sais quoi, je suis un survivant du tsunami. Ça m'a marqué pour toute ma vie.
obligatoirement. Allez viens, je vais t'emmener au Karma Sutra qui est quand même le départ de toute cette histoire. Le petit bébé, quoi. Un beau bébé. Hop, le Karma Sutra, c'est le bar qui se trouve en face. C'est avec ça que tout a démarré parce que si tu veux, comme j'étais de l'autre côté de la rue, pas côté mer, j'ai cherché une idée un peu bizarre. Donc t'as vu, c'est pas des établissements. Une idée bizarre. Pourquoi une idée bizarre? Ben, parce que c'est anticonventionnel d'un restaurant d'avoir des canapés comme ceci. Maintenant, ça s'est démocratisé, mais ce bar, il a 17 ans. Donc, 17 ans, d'accord, ok. Il a bien sûr évolué au fil du temps, mais il a quand même gardé son entité. On voit toujours une touche balinaise chez toi. Tu sais, j'ai passé ma vie à me partager en Asie entre la Thaïlande et l'Indonésie, donc bien sûr, j'ai un petit coup de cœur pour l'Indonésie. Ouais. Et pour faire quelque chose de différent, la petite touche, comme je sais bien maîtriser ça, avoir une touche balinaise est assez rigolote. Tout à l'heure, tu me disais en off que tu avais été 4 fois à Bali cette année, c'est vrai ça? Eh oui, parce que ma femme a ouvert en plus un nouveau magasin de décoration et de meubles balinais à la Maille. Okay. Donc du coup, entre mes achats pour mes nouvelles villas et mes achats pour son magasin, eh ben, on a fait 4 petits allers-retours là-bas. C'est pas désagréable et c'est pas très loin. Je peux te poser une question un peu directe cette fois-ci. Tu entreprends beaucoup. Quand on entreprend plusieurs projets les uns après les autres, c'est que les précédents réussissent. Est-ce que ça suscite la jalousie un peu? Bien sûr que ça suscite la jalousie. Je pense que ça suscite la jalousie, mais tu sais, je passe au-dessus de ça. C'est pas mon problème qu'il soit jaloux. Moi, je regarde ce que je fais et comment je le fais. Je m'amuse pas à aller voir chez les autres ce qui s'y passe. J'essaye d'être le meilleur chez moi. Après, comme il y a de la concurrence et que je reste informé de ce qui peut se passer, ça me permet de dynamiser toute mon équipe. Est-ce que le dicton, l'adage, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, est-ce que ça fait sens? C'est la raison pour laquelle tu diversifies un peu tes business ou pas? C'est pas arrivé comme ça, Sabri. Moi, c'est les choses. D'une affaire, on a amené une autre et puis une autre. Et c'est pas du tout de me dire je vais me diversifier comme ça. Non, j'ai ouvert un premier bar, ensuite la restauration me plaisait. J'ai travaillé avec un garçon qui s'appelait Gérald dans un hôtel et j'avais le restaurant de plage. Tu vois, c'est des chaînons qui s'enchaînent et c'est ce qui m'a amené à avoir plusieurs affaires. Est-ce que tu as d'autres projets totalement différents de la restauration et de l'immobilier? Je resterai principalement maintenant un peu dans l'immobilier parce que j'ai encore un projet à la maille avec des villas que je vends, des petites villas 3 chambres. Mais non, je pense pas que j'irai beaucoup plus loin que ça. Et puis l'hôtellerie me plaît assez, donc je t'avoue que je me suis trouvé une passion pour l'hôtellerie. Comment fonctionne le Karma Resort? On avait fait une vidéo récemment, enfin il y a quelques mois de ça. Comment ça se porte le Karma Resort? Eh ben écoute, il se porte saison, bien. Comment vous l'avez passé? On a passé une superbe saison cette année. Ça a attaqué très fort dès le mois de janvier. Ça a été très bien. Nous sommes en septembre. Tu sais quoi, ça se passe toujours relativement bien. On a attendu un peu moins de monde parce qu'il y a quand même eu une histoire où les billets d'avion ont quand même bien augmenté pendant la période estivale de juillet-août. Mais écoute, on a des emplacements importants. Et on est un peu au cœur du poulet. Au cœur du poulet? Au cœur du poulet. Ou du poulailler? Au cœur du poulet. Moi, tu sais que je suis pas très poulailler. Moi, je suis plutôt au cœur du poulet. Okay. Est-ce qu'il y a du staff alors? Il y a qui ici? Alors ici, tu as ma bartender, Fa. Hello. Sawadika. Bartender et Jup, qui est une de mes serveuses. Elle travaille et à la beach et ici. On l'appelle la beach, c'est le Karma Beach, la plage. Donc la partie restaurant, on l'appelait le Karma Beach. Parce que tu sais quoi, entre tous ces karmas, on finit par plus savoir où on en est. Karma Beach. Karma Beach, Karma Sutra, Karma Resort, Karma Delhi. Karma Imo. Pas Imo, mais... Les villas, comment t'as appelé ça? J'ai appelé ça le Spirit of Karma. T'as quand même une bonne réputation. Ce qui revient souvent, c'est, voilà, Laurent, il est droit. Tu peux pas être un snake pour monter des affaires comme ça, surtout dans un pays comme celui-ci. Il vaut mieux être bien dans ses baskets et essayer d'être droit. C'est un pays complexe un peu, la Thaïlande, pas pour toi? Alors écoute, pour moi, j'ai pas trouvé ça complexe. Tu peux pas arriver ici sans essayer de comprendre comment ça fonctionne. Les gens qui croient que c'est un Eldorado, tu sais, s'il y avait un Eldorado quelque part sur la Terre, on y serait tous et ce serait fantastique. Mais je pense que quand tu veux t'expatrier et aller dans un pays, il vaut mieux essayer de comprendre comment ça fonctionne. Je me rends compte que ça devient de plus en plus difficile, un peu plus de milieux saturés, l'immobilier, les restaurants. Aujourd'hui, si on cherche un emplacement ici, là... je crois qu'il n'y en a plus en ce moment. Il n'y en a plus. Quoi, pratiquement plus. Je crois qu'il n'y a plus d'emplacement pour, en tout cas, monter un restaurant. D'abord parce que le Fisherman a pris une notoriété aussi bien à Samui qu'en Thaïlande. On est un des premiers villages où il n'y a pas de bar à filles. Tu vois, on a un maire qui n'accepte pas les bars à filles. Il n'y a pas de bar à filles ici? Il n'y a aucun bar à filles dans le Fisherman. Il n'y avait pas ça, c'est vrai. Donc on est vraiment tourné sur le côté restauration. Je crois savoir que l'histoire du Fisherman vient un peu des Français parce que chez nous en France, aussi bien chez toi à Saint-Etienne que nous à Lyon, on a des rues comme ça avec plein de restaurants un peu piétons, tu vois. Les Français au départ ont essayé de reproduire ça sur le Fisherman qui s'y prêtait totalement bien. Ça reste un petit thé, on a 2 entrées, tu sais, c'est assez pratique. Quel conseil donnerais-tu, voilà, une nouvelle famille ou de nouveaux entrepreneurs qui se lancent? Tu sais
que chaque année, il y a Mais- des centaines, voire des milliers de personnes qui s'installent. Sabri, je vois, tu sais, j'ai encore une petite fille de 12 ans qui est à l'école et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'élèves en plus cette année. Donc obligatoirement, ces élèves ont des parents, donc il y a beaucoup d'arrivants. On vient plus dans les mêmes circonstances qu'avant. Avant, on venait un petit peu à l'aventure. Je pense que les gens sont quand même plus structurés. Et la preuve, c'est qu'ils viennent avec des enfants. Tu peux pas venir non plus à l'aventure comme ça avec des enfants. Et les affaires coûtent de plus en plus cher. L'installation en Thaïlande, avant, il y avait des gens qui arrivaient avec 15 000 euros et qui pouvaient monter quelque chose. Je pense qu'on est plus proche des 150 000 euros au jour d'aujourd'hui pour monter quelque chose. 150 000 euros aujourd'hui. pour Je monter pense un que truc. toutes les affaires qui sont dans le Fisherman valent largement plus que 150 000 euros. D'accord, donc celui qui a moins de 150 000, vaut En mieux tout cas, pas il ne que- viendra pas se monter dans le Fisherman. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire aussi. Mais je pense que les gens viennent quand même plus structurés et avec une idée de ce qu'ils ont envie de faire en Thaïlande. Comme tu as une expertise, on va dire, approfondie dans le business, comment tu fais pour te prémunir des arnaques? Alors, on sait très bien qu'il y a des arnaques, parfois, ça peut être dans l'immobilier, dans le terrain. Par exemple, si tu achètes une maison au mauvais propriétaire, ou tu peux racheter un business dont le bilan est erroné, on te dit ce business fait 2 millions d'euros par an, mais en fait, c'est faussé. Alors écoute, comment tu fais pour te moi protéger? l'avantage, d'abord je les crée. Donc déjà, j'ai pas le problème de racheter des affaires qui sont existantes. Je crois que je n'ai pas racheté d'affaires déjà existantes. Maintenant, et puis c'est pareil pour l'immobilier, si tu veux, je prends un terrain, je mets 4 maisons dessus, 10 maisons dessus. Donc j'ai l'expérience qui me permet de passer à travers l'arnaque. Tu sais, les gens viennent plus me voir pour savoir comment ils s'installent que moi qui réfléchis à comment m'installer. Je suis installé là, je sais parfaitement comment ça d'accord. fonctionne. Et puis j'ai une connaissance des lois, j'ai des affaires quand même assez importantes. J'ai presque une centaine de personnes qui travaillent pour moi maintenant. Donc si tu veux, je suis 100 quand même personnes. pratiquement entre l'hôtel, la résidence, les 2 restaurants, on est une petite Mais, centaine. mais t'as pas un bras droit? J'ai plusieurs bras droits. Alors, j'ai pas mon double, mais si tu veux, j'ai mon fils qui tient la partie hôtel, j'ai Jérôme qui s'occupe des achats pour les restaurants, et dans chaque établissement, aujourd'hui tu l'as pas, mais j'ai des garçons très compétents qui s'occupent de mes affaires. Comment tu fais pour gérer les soucis de confiance? Eh bien, tu sais, dans la vie, il faut bien faire confiance à un moment. Si tu veux avancer, il y a bien un moment, il faut quand même y croire. Si tu y crois pas, ça se passe mal. Après, bien sûr qu'il y a une vigilance, tu sais, je surveille les achats. Moi, en fait, je suis le superviseur de tout ça. T'es là en fait, t'es là. Je suis là quand même assez souvent. Tu disparais pas, t'es pas avec un noix de coco. Non, au détriment de ma femme qui adorerait que je sois avec une noix de coco sous les cocotiers, mais non. Non, Ma passion ok. fait que j'adore mes affaires, donc j'y suis. Quoi. Ouais, tu es tout le temps. ok. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un voilà, pour le protéger des arnaques? Bien C'est de se monter un renseigner. business tout seul, c'est de se faire accompagner. C'est quoi? Bien sûr, je pense que si tu veux, aller voir des gens qui sont installés depuis longtemps, qui ont une réputation qui tient à peu près la route, et leur demander conseil, parce que tu sais, je suis pas avare de donner des conseils. C'est avec grand plaisir que je vois des nouveaux qui arrivent et qui s'installent. Je suis plus pour des gens qui arrivent avec de la réussite que pour des gens. Mon ambition n'a jamais été de dire j'espère qu'il va se casser la gueule. J'espère Ouais. que tout le monde a sa chance. Il y a une phrase qu'on entend souvent aussi, pour être millionnaire en Thaïlande, il faut arriver milliardaire, c'est ça? Alors c'est pas mon cas, c'est pas mon cas. Faut pas Non. perdre la boule si tu veux. C'est un pays où la liberté, elle est vachement prônée. C'est facile avec les filles, c'est facile maintenant avec la drogue. Il y a des bars de cannabis de partout. Donc si tu veux, il faut venir avec des bonnes ambitions et essayer de pas perdre le fil. Si tu te laisses un peu aller, tu peux arriver même avec beaucoup d'argent et tout perdre. Ouais, mais- Les femmes te font perdre la tête tout le temps, ça brille. Ah, tu crois? Oh, souvent. Comment faire alors pour garder la tête sur les épaules? Tu sais quoi, se remettre en question souvent, faire attention à ce qu'on fait. Je pense que les fléaux, et c'est ce qui a rassemblé en Thaïlande, alcool, drogue et filles. C'est le combo, C'est parfait quand même le pour, combo parfait pour toucher le plancher. Ça arrive pas à tout le monde, attention. Il y a des gens qui arrivent à survivre à tout ça. Parfois, tu as des gens qui veulent venir en Thaïlande, ils veulent pas forcément faire d'argent, ils veulent juste avoir une petite affaire pour, on va dire, payer leur loyer, gagner leur pain. Alors, T'en tu penses sais quoi quoi, de je personnes pense comme que ça? c'est une connerie, ça brille. Ça. J'ai souvent des gens qui me disent oh, tu sais, j'avais des affaires il y a quelque part, je les ai vendues, j'ai de l'argent, je veux juste monter une petite affaire juste pour payer mes frais ici. Tu sais quoi, n'importe quel entrepreneur a envie de monter une affaire pour pouvoir gagner de l'argent et faire quelque chose avec. Ça, c'est une connerie en fait. Hein. Je pense que c'est une connerie. Pourquoi il dit ça là? Peut-être ça les rassure, je sais pas. Ou c'est peut-être. Ou peut-être ils veulent cacher quelque chose, je ne sais pas. J'ai jamais rencontré un entrepreneur Il t'a dit je veux pas gagner d'argent. qui il a dit je veux même en perdre un peu, tu vois je ce veux que je payer veux ma dire. facture et. ok. Toi-même, Sabri, t'as envie de perdre de l'argent? Non. Non, personne n'a envie de perdre de l'argent. Est-ce que c'est peut-être la mentalité, on va dire, française? On a honte un peu de gagner de l'argent, par exemple. Dans la Alors, mentalité je dois être française. parti de France depuis trop longtemps, j'ai pas honte de gagner de l'argent, tu sais. Non, mais il y en a plein qui, quand on gagne de l'argent, c'est soit tu l'as volé, c'est
contrairement à la mentalité américaine, on te dit waouh, c'est très bien, tu as fait 500 000 $, montre-moi comment tu as fait, je veux faire pareil. Et ici, on tu te sais dit. quoi, il y a peut-être un problème en France comme ça, tu sais. J'écoute des histoires de gens qui viennent en vacances ici, qui me racontent qu'ils ont des belles bagnoles, qu'ils osent même plus sortir avec. On en est quand même à une situation dramatique en France, je ou pense. qu'ils choisissent des couleurs noires, par exemple, des de couleurs voitures. qui passent. Ben, c'est un peu dommage de penser comme ça, parce que tu sais quoi, faut être fier de la réussite des autres, et puis ça peut te donner un exemple. Tu peux essayer de suivre ces gens-là pour comprendre comment peaufiner ton travail. Laurent, tu te verrais vivre en France aujourd'hui ou pas? Alors absolument pas, Sabri. Juste Absolument d'en parler, tu me fais dresser les poils sur les bras. Je vois tes cheveux là, je peux voir. Ouais, regarde, hop là. Ouais. Non, je ne me vois plus du tout vivre en France. Je suis plus du tout habitué à la France. Je me sens super bien en Thaïlande, moi. Pourquoi il y a autant de personnes qui quittent, on va dire, la France aujourd'hui? Je pense que les gens en France, tu sais, de peut-être se faire plumer par le gouvernement, les problèmes de sécurité. Ici, en Thaïlande, et tu connais très bien la Thaïlande, mine de rien, il y a très peu de problèmes. On en parlait encore à midi, tu peux laisser ton téléphone sur une table, tes clés sur une mobilette, il t'arrive quand même jamais rien. C'est safe pour des femmes seules, c'est safe pour des enfants, c'est safe pour nous. Il y a plus beaucoup d'endroits comme ça quand même sur la Terre. Mais c'est pas facile de quitter la France, je veux dire, pour certaines personnes qui sont quand même rentrées, on va dire, dans l'engrenage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un CDI, tu as contracté un prêt immobilier et tu es un peu fichu, entre guillemets, pour changer de pays. D'abord, Sabri, je pense pas que tout le monde puisse s'expatrier. Je pense que les gens, ils peuvent rêver un moment. D'abord, ça te demande de quitter ta famille. Donc, les gens qui ont l'habitude d'aller manger le dimanche chez leurs parents, leurs grands-parents, de plus voir leurs enfants si les gens sont un peu plus âgés. C'est vrai qu'on oublie ça, mais c'est important. Hein. Bah, bien sûr, c'est pour ça que je pense pas que tout le monde puisse s'expatrier. Les expatriés sont des gens un peu à part. Hein. Spéciaux? Tout à fait. Bizarre? Comme toi. Bizarre. Et comme moi. C'est vrai, tu penses? Bien sûr, je pense que les expatriés sont des gens à part. On fait abstraction de plein de choses et pour avoir un esprit bien ouvert, on va à la découverte de tout. Nouvelle culture, nouveau langage, nouvelle façon de réfléchir. Tu sais pourquoi il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui repartent? C'est pour ça. C'est parce que les gens, ils rêvent un peu. Et puis quand tu es face à la réalité, eh ben, tu sais, c'est plus facile des fois d'être chez toi. T'as tes repères. Ouais, mais on dit souvent aussi, tu sais, dans les commentaires de mes vidéos, parfois, il y en a qui disent qu'il y a des personnes pour qui ça a foiré en France, ils n'ont plus rien à perdre. Et donc, en fait, ici, c'est un plan B pour se donner une nouvelle chance. Alors ça, c'est un peu passé. Tu sais, arrive beaucoup de gens quand même avec de nouvelles idées, des fonds qui s'est monté ces derniers temps dans l'île. C'est quand même des structures où il fallait quand même de l'argent. Donc c'est pas des gens qui étaient cramés chez eux, tu vois. Peut-être par le fisc, pas par la vie, quoi. D'un point de vue sentimental, des gens qui viennent ici fonder une famille, trouver une femme, trouver une copine, etc. C'est que chez nous, on doit avoir un mal-être, Sabri. Heureusement qu'il y a de la Thaïlande ou pas? Je pense que heureusement qu'il y a la Thaïlande. Bien sûr qu'heureusement qu'il y a la Thaïlande. Ouais. Et puis on n'y serait pas s'il n'y avait pas ça. Tu crois ça? Bien sûr, c'est un pays tellement confortable. Et Bali alors? Comment tu différencies la Thaïlande de Bali? Alors Bali, Bali, il faut quand même imaginer que Bali, c'est une petite île qui est au milieu du plus grand pays musulman. Donc si tu veux, ils ont une façon de vivre à eux. Ils appellent ça l'île des dieux. C'est adorable Bali, mais c'est encore pire que la mentalité thaïlandaise au niveau du chauvinisme. Il y a énormément de croyances, donc c'est encore plus compliqué. Et puis si tu veux, de monter des compagnies à Bali, c'est plus compliqué que de se monter en Thaïlande. Tout à l'heure, on parlait d'un sujet qui m'a beaucoup interpellé, le cannabis, qui est légalisé en ce moment là où on se parle en Thaïlande. Ça risque de pas durer, mais on verra. Ça risque de pas durer, mais c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont acheté cannabis ici en Thaïlande, qui ont fait le voyage jusqu'à Bali et qui se sont fait arrêter. Bah écoute, je regardais une émission télévisée, je t'en ai parlé tout à l'heure, où le type, pour rien du tout, tu sais quoi, genre un oubli d'une petite boulette d'herbe dans son sac, il a pris 12 ans de prison, le pauvre gamin. 12 ans de prison. Pour un oubli, hein. Pour un oubli. Mais il n'y a pas de cadeau dans ces pays-là. Donc, si tu veux, il faut faire attention parce que comme c'est légalisé en ce moment en Thaïlande, on a tendance à croire qu'en Malaisie, enfin les pays limitrophes de la Thaïlande, c'est la fête au village, mais tu sais, c'est le seul pays d'Asie où c'est autorisé. C'est ambigu quand même, C'est franchement. très ambigu, mais c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir quand même des réglementations qui vont tomber. Non mais t'imagines, Laurent, un mec de 18 ans qui ne connaît pas grand-chose de la vie, qui se dit tiens, je vais me faire un petit voyage en Thaïlande et ensuite je trace à Bali, tu peux vite oublier un petit sac. Et donc c'est dramatique, c'est brûler sa vie parce que normalement en Indonésie c'est la peine de mort, même pour 2 grammes. C'est une information qu'il faut faire passer. Bien expliquer qu'ici c'est un peu la fête au village avec l'histoire du cannabis, mais que c'est pour rester dans le pays. Tu repars pas en Malaisie ou même si tu fais un border pour aller stamper, tu veux faire un aller-retour, tu fais choper. Ah oui, pareil. Voilà, tu restes. Nous nos visas ils sont acceptables pour 30 jours. Au bout de 30 jours tu dois des fois aller stamper à la frontière. Donc à la frontière tu peux aller en Malaisie, tu peux aller au Cambodge. Je sais pas comment est le Cambodge, mais je sais qu'en Malaisie c'est interdit. Tu passes la frontière, tu te fais choper avec une petite boulette dans ta poche, c'est le drame quoi. Surtout qu'ici en fait tu peux te promener avec 10 kilos normal. Alors en ce moment c'est la fête au village, tu peux te promener avec ce que tu as envie. Je t'avoue que je reste un peu strict là-dessus. J'accepte pas qu'on fume dans mes établissements. Bah, en même temps, t'as pas l'autorisation pour qu'on fume. Il y a une certaine liberté autour de ça.
justement, les gens pensent que tout est possible. C'est quoi, quelqu'un qui fume chez moi, ça peut déranger. Il y a un mec qui peut être avec des enfants. Il y a des gens qui ont des principes. Donc, si tu veux, il y a assez d'espace de partout pour pouvoir fumer un pet et revenir tranquille boire un coup. Tu penses que la Thaïlande veut remplacer Amsterdam? Allez, peut-être ça peut devenir l'Amsterdam de l'Asie, mais je pense qu'ils vont réglementer tout ça. Je pense qu'il y a eu une relance avec l'histoire du Covid. Ça a peut-être perturbé un peu les choses. Parce qu'au départ, c'est quand même assez médicinal. L'histoire, c'est avec le CDB qu'ils avaient décidé de légaliser le cannabis. Avec un pourcentage faible de THC. C'est parti en freestyle. Mais tu connais la Thaïlande comme moi. S'ils ont envie de remettre les choses en place, ça va vite se passer. Comment tu vois l'avenir de la Thaïlande? L'avenir, je le vois très beau, l'avenir en Thaïlande, parce que je pense que c'est un pays qui se démocratise un petit peu. On vient d'avoir des élections qui n'ont pas été faciles. On a encore une emprise un peu militariste là-dessus. Je pense que la Thaïlande va quand même finir par exploser dans l'avenir. Exploser? Ouais, je pense que c'est un très beau pays qui avait un peu de retard, qui rattrape du retard. Toi qui vis à Bangkok, tu vois bien que les choses, elles vont vachement vite. Moi, je dis toujours, tu passes au Siam Paragon, tu vois bien que c'est pas des gens qui sont arriérés, quoi. Tu penses que ça va exploser? Alors, je pense que déjà, sur les 5 à 10 prochaines années, ça va aller en montant. Et le Vietnam, alors? Le Vietnam est un pays communiste. Je pense pas que ça va être la même chose. Je pense que c'est plus industriel, c'est plus tourné sur l'industrie. Et pourtant, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme toi, là-bas, qui ont créé des resorts, des restaurants. Mais je crois moins à la partie vietnamienne que la partie thaïlandaise. Je pense que la Thaïlande a encore un pas d'avance sur le Vietnam. Laurent, merci beaucoup pour ton partage d'expérience et n'hésitez pas à venir faire un petit coucou à Laurent. Karma Sutra. Merci Sabri, à bientôt. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.